Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque lundi pour un podcast sur Basket Session Reverse pour aller un peu plus loin et en détail sur un sujet d'actualité ou non. Aujourd'hui, ce sera de l'actualité parce que comme vous le savez, il y a eu la loterie pré-draft, la traditionnelle loterie qui nous permet d'arrêter avec l'art divinatoire en termes de mock draft et autres prévisions. On sait quelles équipes drafteront au premier tour de la draft 2024. Pour parler de tout ça, aujourd'hui, je suis avec Maxime. Maxime, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien, Shai. Très content d'être là avec toi et de faire ce podcast en plus avec l'actu hyper intéressante qu'on a eue hier soir. On va se régaler, je pense. Bah ouais, les gens t'ont peut-être vu déjà sur la late session quand tu étais venu jouer il y a quelques jours. Maxime, que vous pourrez retrouver sur Basket Session là dans les jours qui viennent, vous pourrez lire ses articles. Vous pouvez aussi le lire le reste du temps sur Bibasket. Parce que contrairement à nous, Maxime est bien plus calé, il est calé sur le basket français et européen. Donc c'est un ajout de qualité à l'équipe. Et d'ailleurs, ces connaissances vont nous servir aujourd'hui pour discuter notamment de certains prospects français et peut-être autres autour de la pression là, Shai. Voilà, mais bon, je pense que, voilà, j'ai confiance. On va faire au mieux. Voilà. Donc cette loterie pré-draft qui a eu lieu dimanche et qui a réservé quelques surprises. Parce qu'on attendait les équipes les plus médiocres avec le first pick. Alors, bon, il faut évidemment préciser que c'est une draft. On n'est pas sur la draft la plus attendue du siècle. Hein. C'est pas faire offense aux joueurs qui vont être draftés cette année. On n'est pas sur quelque chose de Wembanyamesque en termes de hype. Hein. On n'est pas là-dessus. Par contre, ça reste quand même très intéressant parce que ce sont des joueurs qui vont débarquer dans la ligue et peut-être en devenir les futurs visages. Le first pick, surprise du chef, arrive du côté d'Atlanta, qui, si je ne m'abuse, avait 3% de chance de le décrocher. C'est une équipe qui a quand même fait le play-in et qui se retrouve avec le first pick, première fois depuis 1975. Et la draft d'un joueur dont j'aime beaucoup l'histoire. Évidemment, c'est pas un de mes contemporains, mais j'ai beaucoup aimé son histoire et ses highlights. David Skywalker Thompson, modèle référence pour Michael Jordan. Et depuis, ils n'ont pas eu le first pick. Et même ce joueur-là, déjà, il n'avait jamais joué pour les Hawks puisqu'il était parti en ABA avec les Denver Nuggets. Donc les Hawks qui récupèrent le first pick. Je vais énoncer les 14 en fait, et puis après on en discutera, je te demanderai un peu ce que tu en penses. Atlanta, donc le premier. Washington draftera en 2. Les Houston Rockets, qui font une belle montée, un peu inespérée aussi, qui auront le 3e pick. San Antonio, 4e pick. Les Detroit Pistons, qui doivent maudire ces loteries, puisque malgré leur médiocrité des dernières années, ils sont encore hors du top 3. À chaque fois. Voilà, ils sont 5e. Charlotte 6e, Portland en 7e position, les Spurs à nouveau en 8e. Du coup, ça c'était aussi une des intrigues de cette loterie. Il fallait savoir si les Raptors allaient transférer, si ce choix qui appartient initialement aux Raptors allait passer du côté des Spurs, et c'est le cas. Donc les Spurs auront le 4 et le 8. Les Memphis Grizzlies auront le 9, le Utah Jazz le 10, les Chicago Bulls le 11, Oklahoma City qui est la deuxième meilleure équipe au niveau du bilan en saison régulière qui aura le 12, les Sacramento Kings en 13 et Portland à nouveau après le 7 qui aura le 14. Alors, première réaction, quand tu as vu comment tout ça s'était déroulé, qu'est-ce qui t'a frappé, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux, qu'est-ce qui t'a surpris ou intéressé en particulier, Maxime ? Bah écoute, je pense comme tout le monde, j'ai été hyper surpris de voir les Hawks finalement hériter de ce premier choix. On s'y attendait vraiment pas, hein. Tu l'as dit, ils avaient 3% de chance. Ils étaient surtout 10e dans la course au first pick, hein. On peut rappeler un peu dans les pourcentages, hein. Donc les deux plus mauvaises équipes étaient à 14%, donc Détroit et Washington. Et derrière, ça s'égrenait. On avait Charlotte, Portland, San Antonio, Toronto, Memphis, Utah, Houston et Atlanta, donc en 10e position dans les probas pour aller choper le premier choix. Donc ouais, grosse surprise, mais finalement bonne surprise, j'ai envie de dire. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais voilà, me dire que potentiellement Alex Sarr pourrait arriver dans une équipe des Hawks qui est quand même connue plus pour son backcourt que pour son frontcourt, avec des big men qui sont pas les joueurs les plus importants de la rotation. Je trouve le contexte pas trop mal. On peut rappeler aussi que Alex Sarr, s'il est retenu par les Hawks, il a évolué à Atlanta pendant 2 ans avec l'Overtime Elite, donc c'est une ville en plus qu'il connaît bien.
Donc voilà, surprise, mais plutôt une agréable surprise. On se plaint souvent, on s'est plaint toute l'année de voir Wembanyama jouer avec des pseudo-meneurs ou des Ouais. meneurs de second, voire troisième rang. Je me dis que voilà, jouer aux côtés d'un Trae Young qui sait quand même, même si c'est un shoot first, c'est un meneur shoot first, c'est quand même un garçon qui sait faire briller les coéquipiers. Bah, ça peut être pas mal. Je suis assez d'accord avec toi parce que alors, ce qui était un peu traître avec cette draft où il n'y a pas de consensus sur un joueur en particulier comme il y a avec Wembanyama, on entendait beaucoup Alex Sarr, Zachary Rizaché, voilà, on en parlera tout à l'heure, mais Sarr a longtemps été numéro 1 de plusieurs mock drafts et puis il a ce profil de joueur qui peut être numéro 1 de draft. Et ce qui m'inquiétait un peu, je t'avoue, c'est qu'il atterrisse. Alors ce sera peut-être le cas, hein, je dis ça, mais là on part du principe qu'Atlanta va peut-être le Bien sûr. drafter et son profil d'intérieur athlétique qui court beaucoup, justement va avec les besoins d'Atlanta. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne tombe pas dans une équipe où, je pense, en tout cas, les gens vont attendre à ce qu'il marque 20 points dès sa première Ouais, c'est saison. sûr. C'est un joueur qui est d'abord, qui me semble plus prêt défensivement qu'offensivement. Pour l'instant Mm. son bagage est un peu plus costaud de ce côté-là. Et j'avais peur qu'il atterrisse, par exemple, à Washington, je sais pas, je pense à Charlotte, peut-être même Détroit, où quand tu as un joueur drafté aussi haut, tu t'attends tout de suite à un impact offensif immédiat. Là, Ouais. comme tu le disais, le fait qu'il arrive, c'est clairement l'équipe de Trae Young, hein, même si les résultats sont pas fantastiques. On sait qu'il y a un leader, que les gens vont d'abord attendre que Trae Young soit performant. Et derrière lui, il arrivera avec un peu moins de pression. Et j'en parlais avec Antoine ce matin dans le CQFR. Ça me fait penser un peu à ce que. Alors, les profils ne sont pas les mêmes, encore une fois, mais Chet Holmgren en arrivant à OKC, Mm. alors il y avait des attentes, parce que c'est un Bien joueur très sûr. fort avec gros potentiel, mais Ouais. on savait que c'était l'équipe de Shai Gilgeous-Alexander, qui avait aussi d'autres joueurs compétents offensivement derrière. Et je me dis que si Alexa arrive à Atlanta, comme tu le disais, il y a des joueurs qui sont attendus pour scorer, Trae Young, Jalen Johnson. On imagine que Dijon Temeray va peut-être pas rester, parce que c'était dans les rumeurs, mais du coup, il aura le temps de progresser, de se concentrer sur la défense, et je trouve que c'est plutôt, ce serait une bonne chose si c'est ce qui se passe, ouais. Ouais, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. On peut ajouter aussi qu'ils ont un bon coach, en la personne de Quinn Snyder, même Bien si sûr. cette année, il n'a pas fait des miracles, Mhm. malheureusement, pour eux. Mais complètement d'accord. C'est un contexte hyper intéressant pour. Alors que tu le disais, c'est pas un consensus numéro 1 de draft, et on verra s'il l'est d'ailleurs. Ça reste un peu un diamant brut, quoi. C'est-à-dire qu'il va Mhm. falloir encore le dépolir un peu. Il est beaucoup plus abouti défensivement. On l'a vu en cette saison avec Perth, hein. Il jouait en Australie, on le rappelle, Mhm. toute la saison. Je crois qu'il est en vacances depuis un bon mois et Ouais. demi maintenant. Ils ont disputé les playoffs, mais je crois qu'ils sont arrêtés en demi, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Mais voilà, 17 minutes de temps de jeu, 1,3 blocs par match, donc voilà, un garçon qui est capable d'apporter pas mal de ce côté-là. De ce que j'ai lu d'ESPN dans leur rapport et la mock draft qu'ils ont mis à jour hier soir, suite à la loterie, c'était que le spacing qu'il peut apporter avec son shoot externe intéresserait beaucoup les Hawks. Et sa capacité aussi à protéger un peu le cercle. Alors, ils ont Clint Capella, mais qui est un peu vieillissant maintenant, qui est moins la version de lui-même qu'il était à Houston. Et il est un an de la fin de son contrat, si je m'abuse, donc il est peut-être aussi transférable dès cet été. Et complètement, exactement, ça, j'avais pas l'info, donc Mhm. c'est clair. Et Onyeka Okongwu qui est intéressant, maintenant il n'a peut-être pas la dimension d'un starter, Ouais. et encore moins peut-être une star de la ligue. Donc super contexte, voilà. Donc je suis plutôt content de ce tirage-là. Ouais. Je le préfère là que dans certaines équipes. On peut penser à Détroit par exemple, où j'aurais été un peu moins emballé. Il y aurait un peu plus de concurrence avec des jeunes joueurs en plus. On peut penser à Jalen Duren sur le même poste, Ouais. avec un profil très différent certes. Mais non, plutôt une bonne surprise. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, encore une fois, on est dans l'hypothétique, hein. C'est juste que Complètement. là, avec le fait qu'on connaisse maintenant les équipes qui vont drafter, on peut un peu plus se projeter. Mais il y a d'autres équipes aussi qui sont peut-être parmi les. Donc Atlanta est parmi les gagnants, ça c'est assez clair. C'est Euh, clair. tu veux dire, tu joues le play-in et tu te retrouves avec le first pick. D'ailleurs, on dit ça, C'est énorme. mais c'est pas impossible enfin, on l'a déjà vu par le passé. Ils peuvent aussi trader le pick et tenter un move, ce qui est pas impossible. Avant qu'on commence le Ou les podcast, on en Cavs de parlait. 2014. Hein. Ouais. Voilà, les Cavs 2014, on en parlait avant de commencer justement. Il y a quelques occurrences type Andrew Wiggins qui a été drafté par Minnesota, non par Cleveland et envoyé à Minnesota. On parlait aussi de le coup de Penny Hardaway euh, entre Orlando et Golden State avec Weber qui part à Golden State et Penny Hardaway à Orlando. Alors c'était pas du pick swap, hein, c'était Non, c'était voilà, c'était un un trade trade. post, Voilà. post-draft, quoi. C'est Ouais. ça. Et donc, il est possible que.
Atlanta disent bon, il n'y a aucun des joueurs qui nous convient, on pense qu'on est plus près que ce que ne pensent les gens d'être compétitif et on va tenter de récupérer un joueur plus près, plus expérimenté. C'est une possibilité. A priori, ils aiment bien Alexar, mais ça, on verra après. Ça peut tellement changer. Bah Puis il ouais, y a le draft ça. combine qui va arriver aussi. Il y a Oui, beaucoup de joueurs qui vont être passés à la moulinette là. bien sûr. Donc on sait que des fois il y a aussi des tendances qui se dégagent après les draft combine. Ouais. Ouais. Mais ça reste donc une équipe gagnante, vu qu'elle avait que 3% de chance de remporter, de décrocher le first pick. Ça aussi, on en parlait, mais tu me disais qu'il y avait eu pas mal il y avait déjà par le passé quelques équipes qui avaient un Ouais. pourcentage de chance très très faible et qui avaient réussi à avoir le first pick. Il y a eu des gros chanceux dans l'histoire de la draft. On peut Ouais. revenir dans l'histoire récente. Le dernier, tu le disais, c'était Wiggins en Ouais. 2014. Je crois que les Cavs avaient 1,7% de chance de l'avoir, le first pick. Donc Ouais. il l'avait aussitôt échangé contre Kevin Love, on s'en souvient. Ouais. Mais en tout cas, ils avaient choisi en première position pour la 3e fois en 4 ans d'ailleurs, c'est incroyable. Ouais. Et justement, en 2011, ils avaient chopé Kyrie Irving avec là aussi 1,7% de chance d'avoir le first pick. Donc on peut remonter aussi à D-Rose, on en parlait juste avant, Ouais. Derrick Rose, choisi en 2008 par Chicago. Là aussi, je crois que de mémoire, ils C'était avaient. faible, hein, ouais. Ouais, c'était très faible. Moins de 3%, c'était encore moins que les Hawks cette année. Les théoriciens du complot avaient imaginé que David Stern voulait faire une petite fleur à Chicago pour tenter de remonter un peu la franchise qui partait un peu Ça avait marché, hein. Ça avait plutôt bien fonctionné jusqu'à ce que le genou lâche, mais Ouais. pendant quelques saisons, effectivement les Bulls étaient revenus sur le haut de la scène. De toute façon, oui, un pick, un first pick, ça peut te faire décoller. Enfin, peut-être qu'Atlanta arrivera à surfer là-dessus, mais là, à chaque fois, on parle de draft où il y avait quand même des joueurs un peu. Bon, Kyrie avait très peu joué à la fac avec Duke à cause Très de peu, sa ouais. blessure. Quelques matchs, ouais. Wiggins, bon, même si après il a un peu déçu, c'était un joueur qui était annoncé très 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 fort aussi. Je le rappelle à chaque fois, du coup on fait notre mea culpa, mais on avait fait un hors-série Reverse où on avait fait un peu l'évolution du basket. Et à la fin, c'était Andrew Wiggins qui était censé être un peu le joueur ultime nouvelle génération. Donc c'est devenu un très bon joueur, hein, c'est un Bien All-Star. sûr. Mais bon, voilà, pas Mais aussi vous n'étiez fort pas que les seuls à le l'année dire, dernière. rassure-toi. Hein. Bah oui, Vous voilà, n'étiez pas les seuls à le penser. c'est ça. Mais tu as raison, pour les Hawks, c'est quand même. Enfin, c'est un peu le bon timing, quoi. Cette Mm. saison, elle a été ratée, et puis elle a été ratée de longue date. Hein. Ils ont mal commencé la saison, ils l'ont un peu traversé comme un fantôme cette saison NBA. Ouais. Je pense que c'est un gros rayon de soleil et un gros coup de pouce du destin, là, ce first pick. On va voir ce qu'ils en font, mais c'est toujours une bonne nouvelle. Que tu Ouais. fasses un échange, que tu fasses un swap, que tu fasses que tu recrutes Alexa ou un autre joueur, c'est quand même un gros plus. Même médiatiquement, ça va apporter beaucoup de lumière sur la franchise. Euh, c'est vraiment une belle opération pour Landry Fields et les Hawks. Ouais. C'est vrai que Landry Fields est GM. Ouais. Ouais, moi aussi, j'ai l'air découvert là. C'est vrai, le gars il doit avoir 33 ans et il est déjà GM. C'est clair. C'est Il assez en fait dingue. 25. On se Ouais. souvient de lui avec l'Insanity, Avec Jeremy Lin, ouais, avec Jeremy Lin, ouais. il hébergeait Jeremy Lin sur son canapé pendant les C'est premiers ça. temps de la Linsanity. Mais Belle oui, histoire. c'est vrai que c'est lui qui s'est retrouvé GM. Parmi les autres équipes qui peuvent être qualifiées de gagnantes après cette loterie, je sais pas, tu veux parler de qui? Parce que Washington finit deuxième, mais c'était attendu. Ils avaient quand même de Ouais. grosses chances d'être dans le top 4. Enfin, c'était même, vu leur classement, c'était quasi obligatoire. Je trouve que Houston en 3, Ouais. vu que alors il y avait cette histoire de pick avec les Nets, donc merci James Harden pour l'opération. Et du coup, Houston qui décroche Bien sûr. le troisième pick. Ouais. Houston, qui est une équipe qui n'est pas passée si loin que ça du play-in à l'ouest, donc ça a aussi quand même de la valeur. On a vu plein de bonnes choses. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les Rockets? Bah, typiquement, les Rockets, ils avaient 5% de chance d'avoir le troisième pick, tu vois, donc c'est plutôt aussi une belle opération pour eux. Non, je trouve ça top. Moi, j'aime bien le projet des Rockets, j'aime bien leur roster, j'aime bien la façon dont l'équipe est construite. On en a pas mal parlé, vous en avez beaucoup parlé sur Basket Session, avec Alperen Şengün, qui est en train de devenir un très fort joueur, et puis aussi avec la progression de Jalen Green, qui avait été décevant dans sa première saison, et puis qui est arrivé à rebondir pour devenir un vrai scoreur. Il a fait un max de cartons cette saison. Voilà, avec un mix un petit peu d'expérience, avec des Fred VanVleet, champion NBA avec les Raptors, et puis voilà, des jeunes loups comme ceux qu'on vient de citer, mais il y en a d'autres au sein de l'effectif, avec, j'oublie son nom, numéro Il y 2 de la a, draft il y a 2 il y ans, a- Jabari ouais, Smith Jr., ouais. Jabari Smith Jr., ils ont eu Amen Thompson qui a fait une très bonne fin de saison, notamment. C'est vrai. Ouais, qui a mis plus de temps que son frère à Ouais. se lancer. Mais non, c'est super et je pense qu'ils ont vraiment l'occasion de renforcer encore un petit peu plus leur effectif. Alors là, ils annoncent plutôt du Reed Shepard, donc qui est plus sur un profil d'arrière, arrière meneur, combo. Ouais. Euh,
À voir, c'est toujours très hypothétique, mais non, t'as raison, c'est les autres grands gagnants de cette loterie, ouais, Ouais. c'est clair. Je pensais aussi aux Spurs, mais dans un Bien sûr, ouais, les Spurs, moindre mesure, mais on va aller sur eux évidemment parce que ça intéresse tout le monde, c'est logique. bah Juste ouais. sur les Rockets, je lisais, enfin, ils ont fait une émission sur ESPN un peu post-loterie hier. Alors Wojnarowski n'a pas encore de la breaking news à 100% fiable, mais il a des rumblings, des rumeurs qu'il entend ici et là, et il disait déjà que les Rockets seraient très très ambitieux l'année prochaine et n'avaient pas forcément l'intention de conserver ce troisième pick. Ouais, ouais, c'est intéressant. Là, ils sont toujours sur le dossier Michael Bridges apparemment. Alors, est-ce qu'un Ok. troisième pick c'est suffisant? Est-ce que ça va plaire aux Nets? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de passer à autre chose? En tout cas, il y a des chances que Houston étudie très sérieusement la possibilité de trader ce troisième pick s'ils considèrent que le joueur qui récupérerait avec n'est pas suffisamment prêt ou fort pour les aider à passer la seconde. Je crois que c'est chez The Ringer, ça parlait de Nikola Topic que je connais mal. Ah oui. Mais alors peut-être que en suivant les Coupes d'Europe, est-ce qu'avec l'Étoile Rouge de Belgrade, t'es plus avancé que moi? Est-ce que tu l'as vu un peu Non, je l'ai assez peu vu, Nikola Topic, très Ouais. honnêtement. Bah, alors, du coup, je me suis contenté un peu des highlights et de ce qui se dit, mais on est sur un meneur avec une grosse variété de passes, ce flair. Alors c'est un peu cliché de dire ça, mais le fameux flair serbe, la connaissance du jeu, l'intelligence, roublardise et compagnie. Ouais. Il a tout ça en lui. Il doit évidemment encore développer le shoot, le, le- la composante physique qui est inhérente à la NBA, mais on est là aussi sur un gros talent international. C'est d'ailleurs une cuvée avec beaucoup de joueurs internationaux. Il faudra que je Ouais, il y en regarde, a mais beaucoup, ouais. ouais, on est sur quelque chose d'assez important par rapport à d'autres années. Mais ouais, les Rockets sont plein d'options et c'est ce qui est intéressant pour leur développement. Est-ce qu'ils vont prendre un mec dès cette année ou est-ce qu'ils vont essayer de le trader pour un joueur déjà prêt? Parce que moi, c'est vraiment, enfin, voilà, tu le disais, hein, c'est avec ce qu'on a vu sur leur fin de saison, même sans Şengün, hein, qui n'a pas fait la fin de saison. C'est vrai, ils font un super run sans lui, hein. Ah ouais, Ouais, à un moment, ils ont fait, je sais pas, 10 ou 11 victoires de suite. Ils étaient vraiment complètement. pas loin du play-in et ça a craqué à Ouais, la fin. Mais moi, j'étais très convaincu par Udoka, à vrai dire. ouais. Voilà, c'est un coach qui, tu vois, on se demandait si ça allait être une équipe en développement, qu'elle allait tanker. Alors, ok, bah, ils ont bien fait de pas tanker parce qu'ils ont développé des joueurs et en plus, ils récupèrent un troisième pick avec lequel ça va être très intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est clair. Alors après, c'est un troisième pick d'une cuvée assez faible. C'est Mm. peut-être là où ils sont un peu moins vernis. Donc à voir s'ils l'utilisent comme tu disais. Toi, tu penses qu'il faudrait qu'ils aillent combler quel manque dans leur roster? Parce qu'ils ont quand même pas mal de profondeur. Ouais, c'est ça. C'est difficile de savoir où il faut aller Bah, modifier, changer, faire évoluer un petit peu le. j'aime déjà bien l'équipe qu'ils ont. Est-ce que, Ouais, ouais, je sais pas, un ailier qui shoot? C'est pour ça que je pensais. Enfin, Michael Bridges, c'est bien parce qu'il y a de l'expérience, de la défense, du shoot. Alors, il faut que ce soit le Michael Bridges de la deuxième partie de saison avec les Nets l'année dernière et pas celui ouais. qui se morfondait en voyant ses potes de Villanova s'éclater à New York et lui regarder par la L'autre fenêtre côté du pont. de l'autre côté du pont. Je sais pas exactement quel profil. Peut-être, ouais, un ailier ou un arrière qui score, qui shoot, qui apporte quelque chose. Mais Ouais, j'ai quand même l'impression qu'avec ce qu'ils ont déjà là, si chaque joueur se développe, si Şengün progresse un peu en défense, ouais. si les T'as autres Cam prennent en Whitmore aussi. expérience. Cam Dans Whitmore, le bah, côté un peu scoring, il est pas mal aussi. exactement, bah, c'était un des steals de Ouais, la dernière draft, hein. c'est clair. C'était assez fou qu'il glisse autant, mais c'est pour ça, il y a plein de possibilités. Je sais pas exactement ce qu'ils vont faire, parce qu'ils draftent plutôt bien ces dernières années. Ouais. Ça va être intéressant. Peut-être l'intérieur, je me dis, parce que derrière Ouais. Alperen Şengün, c'est quand même pas foufou Mm. ce qu'il propose. Ouais. Il faudra trouver peut-être un autre profil. Bah, Un peu, tu vois, ouais. le profil d'un Derrick Lively qu'on voit Lively, ouais. avec les Mavs, qui fait une belle saison et qui fait des playoffs solides. Bah, comme Un peu Ruben intérieur, Protector, ouais, mais bon, c'est pas une cuvée où il y a, bah, il y a il y a Donovan, Alex Sarr, mais il y a Donovan Clingan, sinon Yukon. Alors le plafond semble pas hyper élevé, mais ouais, il y a des qualités de protection de cercle, il y a un peu de playmaking. Il vient d'un programme qui est très très bon, très performant avec Dan Hurley. Enfin, on voit que les joueurs qui en sortent sont performants assez rapidement. Donc pourquoi pas Clingan ouais. s'ils en attendent pas tout de suite Monts et Merveilles, ça peut être un genre de rotation intéressant. T'as raison, ça peut aussi être une piste, ce secteur intérieur. Et ça va être intéressant à suivre en tout cas ce qu'ils vont faire du côté des Rockets, ouais, c'est clair. Absolument. On peut parler du coup de San Antonio, du coup, c'est vrai que tu as raison. Ouais, Voilà, pick 4 et pick 8. Et là, il y a un peu deux ouais, écoles. Il y a un peu deux écoles. Quand on discute avec Antoine, il met tout de suite Lola. Il me dit non, non, il faut pas chercher à trader pour récupérer des vétérans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui sont un peu frustrés de la première saison des Spurs sous Wembanyama, enfin avec Wembanyama, Ça qui fait est... longtemps que je suis frustré par les Spurs, mais Ouais, c'est ça. Mais tout à fait. Et du coup, là, maintenant que la patience semble nécessaire et de mise, parce qu'il y a un joueur générationnel, il y en a quand même beaucoup qui se sont dit c'est pas normal qu'avec ces possibilités-là, ce talent-là, les Spurs n'aient pas été plus performants. Et du coup, cette saison 2, elle est très très attendue parce que est-ce qu'ils vont chercher à renforcer l'équipe avec des vétérans capables de ne serait-ce que de disputer le play-in, ou est-ce qu'ils vont continuer d'engranger les talents? Et c'est ça un peu la question. Et c'est là que je disais qu'il y a deux écoles, parce que avec le 4 et le 8, alors même si c'est une QV faible, bon, j'aime pas spécialement j'ai pas assez étudié en profondeur la QV. Il y a quand on même cite ce qu'on a lu, hein. voilà. On cite ce qu'on a lu, on va dire C'est ça. ça. Mais alors, paradoxalement, je connais mieux je connais plus de prospects fin de premier tour et au deuxième tour que là. Donc c'est pour ça que je sais pas. On verra si elle est faible ou si elle est juste profonde ou si elle est homogène. Enfin, ça, on verra. Ouais. Mais Elle peut être costaud sans qu'il y ait forcément des stars, des bien superstars. sûr. En fait. C'est pour ça qu'avec 4 et 8, normalement, si tu dis sur le marché, on a pick 4 et pick 8, qu'est-ce que vous nous proposez? Théoriquement, tu peux avoir des choses intéressantes quand même avec une QV pas exceptionnelle. Donc, toi, tu serais plutôt. Surtout que les Spurs, tu me disais que les Spurs te frustrent un peu depuis quelques années. Est-ce qu'avec avec ce que tu as vu de Wembanyama cette année et des joueurs autour, parce qu'il ne faut pas les oublier, est-ce que toi, tu serais plutôt à mettre le 4 et le 8 ou l'un des deux en balance pour récupérer du vétéran ou un meneur, par exemple, des choses comme ça? Ou est-ce que tu penses que là, il faut utiliser le vivier qu'il y a dans cette QV 2024? En fait, ils sont pas dans la situation de Houston, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans une situation où ils ont limite accroché le play-in, où ils ont été compétitifs au moins sur une partie de saison. Ils ont quand même toujours été plutôt à la traîne. Moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'ils draftent. Ouais. Je sais pas ce qu'ils peuvent avoir sur une QV comme celle-là en échange d'un pick 4, d'un pick 8. Alors quand on dit qu'ils sont chanceux, c'est qu'ils étaient plutôt un peu plus bas dans les prévisions par rapport au proba. Donc le pick 4, il est plutôt cool pour eux. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à drafter parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont encore à développer, qui sont encore à dégrossir. Mis à part Devin Vassell, je sais pas qui est vraiment un produit fini dans les jeunes joueurs prometteurs. Il n'y en a pas vraiment. Donc, que ce soit Jeremy Sohan, Trey Jones, Jeremy Sohan, bon, j'oublie son nom sur l'aile, comment il s'appelle déjà. L'ailier qui est là depuis plusieurs saisons, qui tourne à près de 20 points de moyenne. Keldon Johnson. Keldon Johnson, c'est peut-être le seul qui est peut-être pas loin de son plafond, je pense, et de son développement. Donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faudrait donner encore 1, 2, voire 3 ans à cette jeune équipe pour pouvoir en tirer le maximum. Après, c'est sûr que les attentes autour de Wemby, elles sont énormes. Est-ce que les gens vont laisser à Pop et à l'organisation des Spurs le temps nécessaire pour construire de cette manière-là? C'est à voir. Mais bon, quand je vois le temps qu'il laisse à Pop depuis la fin de l'expérience, on va dire, Kawhi, aller voir la première année avec la Marcus Aldridge et DeMar DeRozan, il lui laisse quand même pas mal de temps, quoi, parce que il y a des équipes qui ont des moins bons effectifs que Pop qui font des meilleures choses en termes de bilan quand même. On peut se le dire. Donc j'ai l'impression que c'est lui qui va décider et qui va faire un peu comme il l'entend et à son rythme. Donc si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais plus sur du draft que aller chercher un vétéran à la Fred VanVleet à Houston l'an dernier, par exemple. Il a signé 5 ans, donc il a de la marge. En théorie, il peut encore expérimenter. Le côté laboratoire que certains ont déploré, moi je le trouvais plutôt intéressant dans un premier temps. C'est qu'au bout d'un moment, ça pouvait être frustrant, surtout au moment où il y a eu la limitation de minutes pour Wembanyama. Ça pouvait être frustrant parce qu'on sentait qu'avec lui, sur une plus longue durée, ça pouvait suffire. Moi maintenant, dans un premier temps, j'aurais été à me dire, je me disais souvent que ce serait intéressant de le voir tout de suite avec un meneur d'expérience, un partenaire sur pick and roll, enfin des trucs très classiques. Et d'un côté, ces derniers temps, Antoine m'a quand même plutôt convaincu. Pour lui, ça sert pas à grand chose. Il est dans tous les cas, c'est encore un jeune joueur qui va arriver à maturité relativement vite, mais ils ont le temps de réflir à ça et de continuer de faire progresser les autres. Et je pense qu'ils tiennent en très haute estime un mec comme Jeremy Sohan qui a servi pour le coup, lui il a été cobaye, hein, il a joué meneur alors que c'est pas son job. Ils ont tenté des choses, donc là maintenant je suis un peu plus du côté de la patience, à me dire qu'en plus bon, là, sur la draft, c'est sûr que ces dernières années, ça n'a pas été forcément fabuleux, en dehors de Wembanyama, évidemment, mais ça, c'était du tout cuit. Ils ont quand même encore, normalement, le personnel
capable de drafter du beau monde, de savoir analyser un peu les forces en présence. Ouais. Donc je partirais aussi sur la draft. Après, pourquoi ne pas en mettre un en balance, tu vois, le 4 ou le 8 Complètement, ouais. À mon avis, le pick 8, c'est un truc que tu dois pouvoir ouais, tu peux faire, récupérer un l'échanger avec vétéran. un joueur un peu aguerri, un peu expérimenté. Mais je partage ton avis. Là, ils ont sécurisé Devin Vassell aussi, qui a signé comme un gros contrat, je crois, l'été dernier, Mhm. si je me trompe pas. Donc, ils l'ont pour une longue période encore. Et comme tu dis, hein, ils ont cette expérience-là de la draft, c'est-à-dire qu'ils savent drafter des mecs aux Spurs. Devin Vassell, c'est un pick 11. Ouais, Aujourd'hui, il fait quand même une très bonne saison dernière, ouais. à 20 points de moyenne. Je pense que c'est le joueur le plus régulier. Donc, ils ont Wemby ils vont pouvoir prolonger dans la durée aussi. Donc, ils ont Mm. déjà une belle assise de ce point de vue-là. Jérémy Sohan, c'est pareil, il est hyper prometteur. Ils vont pouvoir le prolonger lui aussi, puisqu'ils auront une longueur d'avance en l'ayant Ouais. drafté. Donc, ils ont une super assise, ils ont un super socle avec ces trois joueurs-là. Il y a moyen d'aller développer d'autres choses un petit peu autour. Mais comme tu dis, ça peut être tentant d'aller chercher le meneur qui peut te faire briller assez facilement. Enfin, tu mets un Chris Paul, alors peut-être un peu trop vieillissant maintenant, mais Ouais. d'il y a 2 ans, tu le jettes là chez les Spurs. Je pense que Wemby, il met 12 points juste sur des alley-oops, quoi. C'est clair. Enfin, tu vois, Et ça, on l'a pas trop vu. Hein. Du côté des Spurs cette saison, les Ouais. mecs ont eu du mal à le trouver. C'est quand même assez lunaire, mais Et ça me ferait bien prendre d'expérience. est-ce que avec parce que ça aussi on l'a lu pas mal, même avant même qu'on connaisse l'ordre de cette draft, on parlait quand même pas mal du fait que avec le 4e pick par exemple, on pouvait prendre un autre Français type Zachary Rizaché qui était tantôt annoncé numéro 1, tantôt top 5. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, pour le coup, toi, tu l'as quand même pas mal vu jouer cette année, tu l'as suivi Ouais, avec Bibasket, tu l'as ouais, vu en pas mal, ouais. live. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui t'inspire? À quel point est-ce qu'il est prêt pour la NBA? C'est quoi la marge de manœuvre, là, enfin sa marge pour se développer? Voilà, je pense que tu es quand même bien placé pour nous dire un peu ce que tu as vu de lui. Ouais, j'ai pas mal vu Zachary Rizaché jouer cette saison et je pense qu'il est NBA ready pour le coup. Et je pense qu'il l'a montré toute la saison et notamment en Eurocup. On peut rappeler il a été élu meilleur jeune joueur pardon, de Mm. l'Eurocup. Il a un peu tiré la langue sur la fin de saison. Je pense qu'il était un petit peu juste en termes de coffre et un peu moins bien physiquement, beaucoup moins frais qu'il avait été sur les 3 quarts de la saison. Mhm. Mais c'est peut-être un peu son rookie wall à lui qu'il a pu heurter sur cette fin de saison, même s'il s'est rattrapé un peu sur la fin. Il a déjà le shoot pour lui, ça c'est certain. Il a un catch and shoot qui est hyper rapide. Je sais pas si tu as observé un peu la Ouais, façon dont il récupérait le ballon et il envoyait. C'est très rapide, c'est un peu à impressionnant, ouais. l'image d'un Nicolas Batum. C'est assez marrant. Ils Mm. ont cette Ouais, similarité, enfin, tu vois, similitude-là. De pouvoir attraper assez haut et de lancer très rapidement. Il est très adroit dans les corners. On voit qu'il y a un vrai geste, il y a une répétition, c'est certain, et je pense qu'il est très à l'aise de ce point de vue-là. Donc je pense vraiment en avance là-dessus, sur le shoot. Euh, il est très solide défensivement. Il a une longueur. Mm. Il est à 2,7 hein, si on le met Ouais. en configuration US avec les chaussures. Donc c'est quand même un ailier déjà de grande taille. Il est très long, il est rapide. Là où je m'interroge plus, c'est sur sa capacité à créer du jeu. Sur sa capacité à devenir un peu plus scoreur naturel, la création de son propre shoot. Il est très bon dans la lecture, c'est un joueur qui sait jouer sans ballon, c'est un joueur intelligent, que ce soit dans le placement offensif ou défensif, donc il a plein d'atouts hein, pour, je pense, s'en sortir dès l'année prochaine. Mais j'ai du mal à me projeter sur un numéro 1, numéro 2 de draft. Ouais, c'est ça. On attend quand même un petit peu des stars en devenir, mais c'est des exceptions. C'est des gens qui savent scorer dans toutes les positions, qui sont capables vraiment de se créer du jeu pour eux-mêmes ou pour les autres. Et je le vois moins là-dessus pour l'instant. Après, il est très jeune, il a 19 ans, mais c'est un petit peu ça Qu'est-ce que tu vois, toi, chez lui? C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents. On en parle souvent quand on est Bah, ce que avec j'ai ce que j'ai vu, c'est exactement les ce que tu as collègues. Là. décrit. Et ce que je trouve intéressant, dans l'optique peut-être de le voir à San Antonio, c'est que là aussi, vu qu'il ne serait pas dans une équipe qui manque d'un leader ou d'une première option établie, il Ouais, aurait peut-être ce loisir d'être, dans un premier temps, surtout peut-être un shooter, même s'il a d'autres qualités, comme tu l'as dit. Moi, j'ai beaucoup aimé tout, hein, son activité, son intelligence. Après, j'ai peut-être un soft spot naturel. J'aimais bien son père, tu vois. Plus jeune, j'aimais beaucoup Stéphane Rizaché. ouais, moi aussi. Ça ne nous rajeunit pas. Non. mais je trouve que c'est un garçon intelligent dans le jeu. Le shoot, c'est le truc qui impressionne tout de suite parce que il y a la mécanique, voilà, la hauteur à Complètement, ouais. laquelle ça part, c'est la vitesse. Et en NBA aujourd'hui, t'es grand, tu sais shooter. Bon, normalement, tu as ta place. Et le fait que San Antonio
est déjà en Victor Wembanyama et même autour. Tu parlais de Vassell aussi, qui est déjà un joueur qui a du talent et qui est relativement mature. Je me dis que ça peut être un bon plan pour lui d'atterrir là. Complètement. ESPN le met en numéro 1, continue de le mettre en numéro 1, je crois. ESPN le met en 2, juste bon. derrière Alexandre Sarr, ouais. Ouais, du coup, ça ferait ça pourrait être Washington, et là, ça m'inquiète un peu plus parce que. Moi, j'aime pas du tout Washington pour le coup pour lui. Bah ouais, bah oui, parce En que bouteillage, il y a quoi. pas de. Il y a Oui, et puis, Koulibaly, il y a ouais. Avdia, il y a Kyle Kuzma. Et il n'y a pas de jeune leader Non. établi comme on voit dans plein de ces équipes-là. Donc les attentes autour de lui seraient un peu trop élevées, je pense, alors qu'à San Antonio ou ailleurs d'ailleurs. Hein. Là, si je regarde dans la loterie, il serait bien. Bon, à Atlanta, pourquoi pas, ce serait pas déconnant. Il y a déjà Trae Young Il y a DeAndre Hunter aussi. Il y a DeAndre Hunter, ouais. Si on regarde, Houston, il y a déjà du monde, donc je sais pas, en termes de temps de jeu, ça me paraît un peu compliqué. Détroit en 5, si ça glisse un peu, bon, il y a un leader un peu établi, mais il y a un spot, voilà. Ouais. Il y a un vrai spot, il y a quand même un leader avec Kate Cunningham, même si je l'ai trouvé un poil décevant comme cette saison. Est-ce qu'on lui souhaite d'aller à Détroit? C'est autre chose, parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité du projet. Et après, si on descend un peu aussi, ça peut être Charlotte en 6. Charlotte, t'as Brandon Miller qui a fait une très bonne saison rookie. Le reste de l'effectif est pas fou. Miles Bridges qui est quand même pas mal sur son poste aussi. Donc est-ce que là, il aurait vraiment le terrain d'expression? Portland, il y a des ailiers aussi en 7. Ouais. Donc non, et après on revient sur San Antonio en 8. C'est San Antonio en 8, ouais. Voilà, moi j'adore, hein. Moi j'adore Zachary Zaché aux Spurs. Je signe tout de suite. Je pense qu'il a vraiment la mentalité, le profil humain, la perso. On a que des bons retours sur sa personne aussi, sur le côté profil un peu humain. Moi, c'est ça qui me fait penser aujourd'hui. Il me fait penser un peu à un Trevor Ariza en fait. Mais je parle de l'époque où il était un peu plus dynamique que juste se planquer dans le corner, tu vois, où c'était un vrai slasher athlétique, parce qu'il est quand même assez long aussi. Il a un peu ce côté, capable de scorer, capable de défendre, avec une longueur, tu vois, de segment, très orienté défense aussi, assez intelligent dans le jeu. Ariza, il avait un sacré corps, hein. Enfin, au niveau de l'envergure et tout, c'est un des joueurs que j'ai vu de très près. Ah oui, à l'époque des Knicks, non? Quand il est drafté par les Knicks. Il était où quand je l'ai vu? Attends, j'essaie de me souvenir. Faudrait regarder la saison 2013-2014, parce que c'était un match où ils affrontaient soit les Nets ou les Knicks quand j'étais là-bas. Et donc il était en train de se changer, et son corps m'a vraiment impressionné. Je le voyais pas à la télé, je le voyais pas aussi long. Et là, du coup, tu comprends un peu comment il a fait son beurre aussi. C'était peut-être Washington d'ailleurs, non? Un 6-8 et en 2013-2014, t'as raison, il est à Washington. C'est ça, voilà. Tu vois, il était avec les Wizards. Il y a beaucoup d'équipes aussi. C'est clair. C'est dur de s'y retrouver. C'est ça. Mais si c'est un morphotype Trevor Ariza, c'est quand même pas mal. C'est un mec qui a fait une carrière solide. C'est clair. Mais ouais, je suis comme toi. Je co-signe la possibilité de le voir à San Antonio. Ça, on verra après. Il y aura les premiers retours aussi, les entretiens. Je pense aussi, avec tout ce que tu as dit, qu'en termes de personnalité, vu que c'est quelque chose qui est quand même assez important pour les Spurs, pour Popovich, je pense que là-dessus. Puis bon, si Victor a ne serait-ce qu'un tant soit peu son mot à dire, je pense qu'il serait ravi d'avoir un autre joueur français prometteur avec lequel il va peut-être jouer en équipe de France après. Ce serait intéressant. Après ou dès maintenant, hein, c'est un autre débat ça. Mais... Et après, le gros plus de Zachary Zaché, c'est que c'est un joueur qui n'a pas besoin d'avoir beaucoup le ballon pour être utile et briller, entre guillemets. Donc c'est pas un garçon qui a besoin de bouffer la feuille pour s'exprimer. Absolument. Et ça, c'est pas mal aussi en termes d'atouts. Ça peut séduire pas mal d'équipes. C'est plutôt pas mal, effectivement. Mais du coup, on peut se faire un petit mot sur les Wizards. Qu'est-ce que t'en penses, toi Les Wizards, c'est-à-dire qu'ils ont un de mes joueurs préférés en NBA. Jordan Poole. Pas Jordan Poole. Enfin, quand je dis un de mes joueurs préférés, c'est un joueur dans lequel je croyais beaucoup avant sa draft et que j'estime qu'il n'est pas tombé au bon endroit, selon moi, et dont je pense qu'il sera très très fort une fois qu'il sera parti de ce bourbier qu'est Washington. Je parle de Deni Avdija, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il sera très très fort quelque part ailleurs s'il arrive à partir. Mais autour de ça, j'aime pas les pièces qu'il y a dans cet effectif, donc c'est compliqué pour moi d'entrevoir. Alors il y a Bilal évidemment que je trouve super, mais c'est pas le franchise player. Mais autour, c'est pour ça, c'est comme pour Détroit, j'ai du mal à souhaiter à quelqu'un, à un prospect que j'aimerais bien ou auquel je crois, d'atterrir là-bas, parce que
Ça a ni queue ni tête en fait. Eh oui, c'est L'équipe a ça. ni queue ni tête. Ouais. Il y a le coaching qui On n'a pas quel est son être fort. ADN. C'est censé être fort, mais on n'a pas vu d'identité de jeu particulière. C'est ça. On sait pas si le franchise player a les épaules pour l'être dans une équipe qui est mieux que dans les bas-fonds. Il y a trop d'interrogations et en même temps, il y a des joueurs qui sont pas ridicules non plus. Donc On sent pas de caractère dans l'équipe, il y a ça aussi. C'est pas des leaders avec du caractère. Un Kyle Kuzma, tu sais pas trop Ouais. ce qu'il est, quel est son type de leadership. Un Jordan Poole, j'en parle même pas parce qu'il est quand même trop Ouais, c'est ça. énigmatique et en dents de scie. Ouais, ça doit être très dur hein, C'est pour de ça se j'ai projeter dans j'ai ce le même point projet-là. de Ouais. vue. J'ai du mal pour Washington et Détroit dont je parlais, j'ai du mal Ouais. à me projeter. Donc, alors là, Washington est en 2, donc c'est bien, ils sont forcément gagnants. Tu Ouais. draftes en 2, c'est cool. Euh, mais du coup, je sais pas sur quoi ils vont se Se fixer. diriger, ouais. C'est Ouais. ça. Est-ce que il faut pas, si c'est un joueur, il y a aucun joueur qui semble être tout de suite prêt à être une première option. En tout cas, enfin, parmi ceux qu'on voit. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire. C'est ça la question. Il y a un profil de joueur parmi ceux qu'on évoque qui te semble suffisamment, parce que là il y a tous les talents US, voilà, les Rich Shepard, Dillingham, Gillingham, ouais. c'est des bons joueurs, mais est-ce que Washington va se dire tout de suite, bah on prend ces mecs-là en 2, j'ai du mal à savoir. Ouais, c'est difficile à dire. En tout cas, moi, j'aimerais pas que Zachary finisse là-bas. Au-delà du fait que ce soit un bourbier, je trouve qu'il y a un embouteillage sur les ailes, quoi. Quand tu as déjà Koulibaly, quand tu as Kyle Mhm. Kuzma, quand tu as Deni Avdia, Ouais. c'est des garçons qui jouent beaucoup de minutes, quoi. Donc, est-ce que lui va avoir vraiment un terrain d'expression suffisant s'il atterrit aux Wizards? C'est à se demander. Après, est-ce qu'ils vont drafter? Est-ce qu'ils vont Mhm. échanger leur pick 2? C'est une possibilité chez eux, Ça hein. dépend où ils pensent qu'ils en sont en fait. Est-ce qu'ils ont Bah, plus c'est de, ça. est-ce qu'ils croient vraiment parce que là du coup, étant au niveau du coaching staff, ça donne quoi? Parce que Chris Keefe était intérimaire. J'ai peut-être raté un épisode. Ils ont nommé un head coach. Je me souviens pas, très honnêtement. Je saurais même pas te dire qui Si est le t'as- coach si- des Wizards. Je si sais t'as- qu'il a sauté en milieu de saison, non? Ils Mais ont ouais, changé le. mais Chris Keefe du coup Je me souviens plus. est intérimaire. Ouais. Si t'as ça sous la main, je veux bien. Attends, je vais regarder. Je, me, J'essaie de te tu vois, trouver ça. je suis plus. Je me demande si j'ai pas raté un épisode avec les Wizards tellement cette franchise me laisse indifférent. C'est un feuilleton, c'est pour ça. T'as Wes Unseld et après Brian Keefe, Voilà. effectivement. Oui, Brian Keefe, pardon, pas Chris Keefe. Brian Keefe, ouais. Et donc ils ont pas encore nommé de successeur formellement, on est d'accord. Bah, je suis en train de regarder Brian Keefe. Est-ce qu'il est sous contrat pour l'année prochaine? Donc dans tous les cas, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas une situation établie où on sait qui tiendra Non, les il est toujours rênes. intérim. Ouais. Il est coach intérimaire, toujours, ouais. Ouais. Voilà. Enfin, il y a des franchises qui ont tranché, hein. C'est-à-dire qu'à Brooklyn, Kevin Ollie était intérimaire et ils ont nommé Jordi Fernandez. Donc Ouais. voilà, là c'est établi, on sait à peu près dans quelle direction ça va. Washington, on est qu'au mois de mai, donc il y a le temps, mais ils savent toujours pas qui sera l'entraîneur principal la saison prochaine. Donc Ouais, ça je ajoute sais encore plus pas. à la situation pourrie dans laquelle ils sont. Ouais. Bah ouais, donc je sais pas, je sais pas du tout, je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer, ils vont avec Poole, Kuzma, des joueurs qui sont censés plutôt ne pas être dans des projets de reconstruction, mais dans des projets un peu plus établis, avec des rôles moindres. C'est une énigme. Les Wizards, je pense qu'ils mériteront leur propre podcast pendant l'intersaison. C'est clair. Parce que là, Il y a trop à dire. avec le 2, impossible de savoir ce qu'ils vont faire. Mais après, élément de réponse quand même, Daniel Gafford, ils l'ont échangé contre des pics de draft, hein, notamment le premier tour 2024. Donc on peut imaginer qu'ils ont quand même envie de passer par la draft pour se Ouais. reconstruire et continuer à grandir s'ils y arrivent. Ouais. Très bien, mais on verra pour les Wizards. À suivre. Parmi les autres équipes gagnantes, j'avais noté, mais bon, ça c'est parce que c'est en termes de compétences, j'avais noté que OKC était gagnant de cette loterie parce que on sait à quel point Sam Presti est un formidable GM et un formidable détecteur de talent. C'est clair. Et OKC qui a, si je dis pas de bêtises, le deuxième bilan de la ligue, ou en tout cas qui a fini premier à l'ouest, qui se retrouve avec un pic numéro 12 avec lequel ils ont déjà fait quelques très belles choses. En tout cas, sur ce range-là, ils ont pris des Kayson Wallace l'année dernière, des Ouais. joueurs de ce calibre-là. Donc c'est plutôt avec le trésor de guerre qui est déjà assez incroyable sur C'est les clair. 55 prochaines années via le travail de Sam Presti. OKC qui se retrouve avec un pic numéro 12. Et donc quand on voit comment ils draftent, attention quoi. Ouais, c'est clair. C'est surprenant de les voir là, mais visiblement c'est via Houston. En fait, ils avaient récupéré Mm. ce pic-là via Ouais. Houston Rockets. Ouais, ils savent drafter, ils l'ont montré. Alors c'est rigolo sur le site d'ESPN, ils ont plutôt tendance à mettre en avant Cody Williams, qui est le frère en fait de Jalen Williams, Ouais. qui joue à Colorado, qui est Mm. un arrière plutôt arrière un peu moins grand que son frère, je crois. Ouais.
Et c'est là-bas qu'ils sont en train de l'envoyer. Donc ce serait rigolo de voir les deux frères Ouais, réunis Williams, dans ce Williams, SPM-là. il a fait partie des joueurs qui ont un temps été évoqués comme first pick potentiel, mais sa saison, Ça remonte. Ouais. sa saison avec Colorado était un peu, alors, je sais pas si on peut dire décevante. On n'a pas assez étudié, on n'a pas regardé ce qu'ils ont fait dans le détail, mais je sais que globalement les experts s'accordent à dire que c'était moyen, on va dire, et que ça justifiait pas de le mettre comme first pick potentiel. Mais pourquoi pas OKC. Et puis là, on peut imaginer qu'ils vont tenter une trouvaille comme ils ont pu en faire, même en non drafté, les Lugensdort et compagnie. Mm. Mais ils peuvent aussi trader, ils peuvent utiliser ce trésor de guerre et ce 12e pick. Parce que beaucoup de gens, enfin, ça va aussi dépendre de ce qu'ils vont faire pendant les playoffs. Là, C'est ça. Est-ce qu'à un moment Jusqu'où ils ils vont vont se aller heurter à cette des année, ouais. limites, voilà. Ouais. S'ils vont très loin, bah, ils peuvent se dire, bah non, on reste avec ça, il nous manque pas grand-chose, juste de l'expérience. S'ils s'arrêtent là, passent à Dallas, peut-être qu'ils vont se dire, il nous manque quelque chose, et là, ils ont un trésor de guerre. S'ils veulent faire venir une superstar, ils peuvent, en théorie, avec tout ce qu'ils ont. Ouais, c'est clair. Donc toutes les options sont envisageables. Et puis ils ont tout en plus en magasin. Ils ont des jeunes qui peuvent devenir des superstars. Enfin, clairement, Jalen Williams, il a tout pour devenir une star de la ligue. Enfin, je pense. Hein, je sais pas ce que t'en Absolument, si, penses, toi. si, carrément. Bon, t'as quand même la main sur un joueur assez exceptionnel. Je parle même pas de Shelton Green, mais c'est vrai qu'ils ont des assets à tous les niveaux, quoi. Donc la profondeur de banc, même des mecs comme Aaron Wiggins qui arrivent à performer en Ouais, playoff. Enfin, ils sont allés dénicher des gars. ouais. Bravo, quoi. Franchement, le taf réalisé, il est exceptionnel. Ils ont Donc, du Isaiah Joe pour les shoots, qui est un des meilleurs Isaiah shooters purs. Joe, Ouais. il est incroyable. Tu lui laisses un mètre, c'est systématiquement dedans. Ouais, ouais, c'est comme tu dis, c'est bien joué. Et puis se retrouver encore dans cette situation-là avec un 12e pick quand tu finis deuxième à l'ouest, ou troisième Premier, bilan de la ligue. ouais, troisième bilan de la Premier, ligue. deuxième, je sais plus. Alors, premier à l'ouest et deuxième bilan de la ligue, je crois. Ah oui, derrière les Celtics, ouais. Ouais. Ouais, c'est fort. On va voir, hein, ça va être intéressant. Ouais. Il faudra suivre ce qu'ils font contre les Mavs. Oui, c'est ça va beaucoup. Enfin, tout va dépendre aussi de ça et on aura peut-être une autre lecture. S'il se heurte, s'il y a une limite, une lacune criante, on va se dire bah, tel joueur, tel All-Star remplirait parfaitement Ouais, cette lacune. Bah, peut-être qu'on analysera ce 12e pick et les perspectives autour de ça différemment. Alors là, on a parlé des gagnants, il y a quand même eu des équipes, bah, on en a évoqué quelques-unes, hein, notamment les Pistons, on peut revenir dessus, mais Pistons, ouais. Les Pistons avaient le pire bilan de la ligue. Et pour la deuxième année consécutive, euh, ils se En retrouvent dehors du top 3. en dehors du top 3. Donc Ouais, là, ils avaient c'était 50-50 pour être dans le top 4 et ils tombent au pick 5. Donc alors c'est moins grave que l'année dernière parce qu'il n'y a pas de Victor mm. Wembanyama dans l'équation. Non, c'est clair. Mais ouais, les balles de ping-pong sont pas très favorables aux Detroit Pistons et ça aide pas à avoir de l'optimisme pour leur reconstruction immédiate, malheureusement. Non, c'est vrai. Ça les aide pas à reconstruire. Pourtant, ils ont fait des moves qui n'étaient pas mauvais. Jaden Ivey, je pense qu'il faut encore lui laisser un petit peu de temps, mais sur la fin de saison, il y a eu du mieux. Un garçon comme Jalen Duren, il a fait du très bon boulot en Ouais. début de saison. Il a eu un petit passage à vide en milieu de saison et il est revenu un peu plus fort derrière. Mm. Ils ont quand même un petit peu de matos, mais ça paraît un petit peu tendre globalement. Et puis, je trouve que ça manque un peu de caractère aussi. Kate Cunningham, moi, c'est un peu l'énigme. Je le trouve aussi talentueux que difficile à cerner sur le plan un peu du leadership et de Ouais. la force de caractère. Bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de ce pick-là, pick numéro 5 dans une draft comme celle-là. Est-ce que ça peut vraiment leur permettre de passer un petit cap, de monter un peu dans la hiérarchie de la conférence Est? Très honnêtement, j'en doute. C'est Vraiment. c'est compliqué. Et puis pour moi, enfin, moi, le Ouais. truc de base, je déteste critiquer les coachs ou, enfin, je veux dire, c'est pas mon job. C'est des gens qui sont très très compétents dans ce qu'ils font, mais j'ai l'impression que c'est pas le mariage n'était pas bon en fait Monty avec Williams, Monty Williams, qui est un très bon coach. Hein, ça semble pas être le bon. Ouais. il a été coach de l'année il y a 2 ans. 2021. Voilà, 2021, Mm. il va en finale avec les Suns. Enfin, Ouais, non, c'est effectivement un très bon coach qui est réputé depuis des années, qui a été dans des coaching staff de très grande qualité. bien sûr. Mais les Pistons sont dans un projet de reconstruction et c'est un coach qui a été habitué à de la compétitivité dans un passé récent et là il Même à New n'était Orleans, hein. pas. Ouais, bah ouais. Ouais. Et il n'était pas, j'ai l'impression, dans une optique, enfin une méthode de développement avec les jeunes joueurs qu'il y avait et ça a été catastrophique. Et il est sous contrat pendant des années encore, donc je sais pas, est-ce que c'est là même avec l'effectif va pas. Je pense pas que l'effectif va être totalement remodelé, que ce 5e pick va changer énormément de choses. Donc je suis un peu inquiet pour le fit, ce mariage-là entre Monty Williams et les Pistons. Et j'ai du mal à cerner quel type de joueurs aussi, comme tu disais, ils vont prendre à Ouais, ce pour gravir stade-là. les échelons, quoi. Ouais. Bah ouais. Et c'est vrai qu'il y a des coachs pour tout, hein. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont un peu plug and play, puis il y a Mm. ceux qui ont connu un contexte et puis qui, dans un autre, ont un peu plus de mal
à se développer et à donner leur pleine mesure. Et c'est vrai que Monty Williams, je crois pas qu'il ait eu à faire enfin, une reconstruction, je pense que c'est un métier à part, quoi. Ouais. C'est un autre boulot, quoi. Il faut développer les joueurs. Il n'y a pas que quand tu as des joueurs aguerris qui sont déjà installés, qui sont déjà rompus un petit peu à ce qu'une ligue comme la NBA te demande et exige, c'est différent que de gérer des gamins, parce que les mecs qui arrivent à 19 balais, Bah oui. il y a plein d'aspects en fait, en plus du basket, qu'il faut prendre en ligne de compte. Et je pense que tout ça, c'est un vrai métier. Il faut avoir une organisation, il faut avoir le staff qui va bien pour les développer, mais même au-delà du basket finalement. Ouais. Faut aider un peu ces jeunes C'est hommes-là ce que tu disais tout à à l'heure aussi. grandir, quoi. Quand on discutait, tu disais que c'est vrai, c'est-à-dire qu'on connaît moins bien les prospects. Donc nous qui essayons de suivre autant que possible, mais je veux dire, même les coachs NBA qui arrivent, les coachs et les coaching staff, donc il y a des scouts dans toutes les franchises, hein, mais Bien sûr. des joueurs là qui font du one and done, donc tu as l'échantillon sur lequel tu peux les analyser, avant de les avoir entre les mains, il est très faible. Donc en situation de match, tu as très peu de matchs à analyser, c'est un contexte universitaire. C'est beaucoup plus compliqué qu'avant de cerner vraiment quel joueur te convient, quels sont les leviers activés avec tel ou tel joueur. Et Monty Williams, je pense qu'il s'est aussi heurté à ces trucs-là. Tu vois, l'expérience avec Killian Hayes, par exemple, c'était. Alors je dis pas que c'est de la faute de Monty Williams. Hein. Killian a eu du mal à s'imposer dans tous les cas, même avant qu'il. On lui a donné du temps, on lui a donné beaucoup de choses. C'est ça. Bon, alors du coup, Killian, par la force des choses, on est obligé de dire que ça a été un échec. Hein. Mais Détroit a pas eu. Alors, Ozar Thompson semble être plutôt un bon pick. La hype est un peu retombée. Elle est un peu retombée rapidement même, Ouais, je trouve. parce que les limites offensives sont tellement criantes que. Mais bon, c'est un joueur qui a joué en overtime elite, hein, donc c'est pas le niveau de compétition, mais c'est même pas ce qu'il y a en NCAA. Mais il y a l'énorme talent défensif qui est là, c'est clair. Mais ouais, les choix des Pistons ces dernières années sont un peu compliqués, ou en tout cas, c'est pas que c'est pas des bons joueurs. Hein. Tu parlais de Jaden Ivey, je trouve aussi très très bon. Il était fort à Purdue, hein. Ouais, Purdue, Jaden Ivey. Si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais peut-être sur lui, tu vois, dans les jeunes des Pistons. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut décoller, lui. Ouais, ça peut. Ils ont besoin de ça. Hein. Ils ont besoin de créer un peu d'espoir en fait chez les gens, tout bêtement. Ouais, complètement. Parce qu'on se dit pas. Tu vois, il y a des équipes. Tu vois, une équipe dont on parlera peut-être, parce que je sais pas s'ils peuvent faire partie des déceptions, enfin des équipes déçues, mais Portland. Il y a, tu vois, on a vu un peu Shadon Sharp sur une petite courte période. On se dit, voilà, lui, c'est un peu un joueur excitant. On sent qu'il y a quelque chose qui bouillonne. Alors, c'est un peu moins jeune, mais Anthony Simons, c'est un gros scoreur. Aussi, ouais, bien sûr. Scoot Anderson, il y a eu des difficultés. Il y a eu des blessures aussi. Mais tu vois, sa fin de saison. Sa fin de saison est mieux. Voilà, en playmaking, c'était il fait penser un peu à Jalen Green, lui, tu vois. J'ai l'impression qu'il commence doucement, mais je serais pas surpris de le voir passer un vrai step ou un vrai cap dans un second temps. Il a peut-être besoin de temps, mais je pense que la G-League Ignite, c'est tellement. Je pense que c'est tellement pauvre aussi que la marche est quand même vachement haute. Hein. Mine de rien, des garçons qui sortent de la G-League Ignite et qui performent en NBA, il n'y a pas beaucoup. Hein. On n'en verra plus, de toute façon, vu que. Oui, là, c'est la fin. Mais ouais. Mais l'expérience. Kuminga, c'est pareil, il a mis du temps quand même un petit peu à devenir un peu solide. Ouais, c'est pas un gars, c'est pas une garantie, quoi. Hein. C'est ça. Et du coup, les Pistons, comme je disais, il manque ce joueur un peu où on se dit c'est bon, même si c'est compliqué, mais ils ont ce joueur qui permet de te dire à un moment ça va le faire. Ça pourrait être Cade Cunningham, mais ça devrait l'être. C'est là où les choses tournent pas rond, c'est que ça devrait être ce garçon-là. Il est trop talentueux pour ne pas être ce gars-là. Et je me dis d'un côté, tu vois, et on en a pas mal parlé au moment où il y a eu cette série de défaites assez folle. C'est que on mesure pas parfois le poids que ça fait peser sur des jeunes joueurs qui prennent des habitudes. Alors, il y a plein de joueurs qui sont passés par des défaites, même les plus grands. Parmi les plus grands, il y a eu des joueurs qui sont passés par des débuts de carrière très très compliqués et qui s'en sont sortis après. Mais là, je veux dire, t'es pas loin d'être la risée de la NBA à une ère où c'est très très médiatisé. Donc c'est pour ça que je me demande si Cade Cunningham à un moment y arrivera dans ce rôle de numéro 1 malgré tout le talent qu'il peut avoir. Donc c'est un peu voilà, les Pistons, c'est pas pour décourager les auditeurs qui sont fans des Pistons. On sait qu'il y en a, hein, c'est une franchise qui est quand même mythique. Mythique, il y a des nostalgiques des Pistons, mais pour l'instant voilà, j'ai du mal à m'enflammer pour cette équipe malheureusement. Ouais, c'est clair. Je partage complètement ton avis. Pourtant, en début de saison, j'avais fait un papier sur le renouveau des Pistons. Ouais, et puis par Cade Cunningham, en fait, je crois qu'il avait fait toute la prépa de Team USA pour la Coupe du Monde. C'était le meilleur joueur. Il disait que c'était le meilleur joueur du camp et qu'il a refusé du coup de participer. Tout le monde l'avait encensé, les coachs les premiers. Enfin bon, voilà, comme ils font tous les étés. Et encore une fois, on a mordu à l'hameçon et on s'est emballé. Voilà.
Parmi les autres équipes, est-ce qu'il y a des équipes comme ça? Parce que là, je regarde. Bon, mais les Grizzlies, que voilà, les gens savent que j'aime bien les Grizzlies. Bon, ils sont 9e. Ils tablent plus sur le retour des joueurs qui n'étaient pas là, entre les blessés et les suspendus. Bon, je pense qu'ils sont pas plus déçus que ça. Ils attendaient pas monts et merveilles. Est-ce qu'il y a des équipes comme ça qui te. Non, bon, il y a les Kings qui vont drafter en 13. Ouais. Alors, c'est pas très très haut, mais c'est comme on le disait pour OKC, c'est pas inintéressant. Mhm. Pourquoi pas trouver des joueurs ou le joueur qui leur fait un peu défaut. On les voyait mieux cette année, hein. Je pense qu'ils Ouais, nous ont bah tous oui. déçus, hein, les Kings. Ils avaient fait une super saison l'an dernier. Très étonnant de ne pas les voir refaire une très belle saison, un peu sur la base de ce qu'ils Mhm. avaient réalisé. Bon, il faudra voir comment ils s'y prennent, mais ils ont peut-être une carte à jouer de ce point de vue-là. Ouais. Mais après, bon, on descend quand même beaucoup plus loin dans les. Ouais, Non, ce que je vois, c'est que les Lakers, ils sont en 17e, et je me dis peut-être que Bronny James va arriver. En 17, ouais, c'est marrant parce qu'au moment, juste avant qu'on enregistre, il y a eu l'alerte de Woj qui disait que il avait été, comment dire, déclaré apte médicalement pour le basket 5 contre 5 au niveau professionnel et du coup, pour l'instant, il maintenait sa participation à la draft. 17, ça me paraît un peu haut. Ouais, non, je plaisante. Non, mais On rigole. c'est pas déconnant parce que je veux dire, avant qu'il y ait le problème cardiaque et la saison freshman ratée collectivement, hein, c'est pas que lui, hein, Bien sûr. de USC, il était souvent annoncé au premier tour, hein. Donc Ouais, c'est tout à fait. pas déconnant. Donc les Lakers, ça, ont le 17, ont le 17e pick. Ouais, ils ont le 17. Je crois que c'est leur seul pick du premier tour, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'ils Ouais, avaient quelque chose comme le c'est leur seul 52 pick. à un moment aussi. Ils en ont au second tour, ouais. Ouais. Ils sont en. Tac, 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 tac. Ouais, 55 même. 55. Bon, moi, à Ouais. la base, on l'imaginait plus de ce côté-là, avec Mm. forcément les doutes autour de son état de santé, le fait qu'il n'ait pas pu montrer grand-chose pour l'instant. Mais on va voir si les rumeurs sur la volonté de LeBron de jouer avec lui vont influer aussi sur les négociations avec les Lakers, hein. Ça fait partie des intrigues de Ouais. l'été. Ça paraît tellement gros, non? Ouais, Ça te paraît pas trop gros cette histoire-là que LeBron ouais, décide de drafter son fils? Non, mais c'est à l'échelle voilà, du personnage. Ouais, Non, ça me surprend pas. Et en même temps, enfin, il lui reste pas grand-chose à accomplir. Et il a dit que c'était un de ses rêves de jouer avec son fils. Il y a eu quelques obstacles sur la route. Et je pense que, oui, non, c'est pas déconnant d'imaginer qu'il va, en tout cas, suggérer à Rob Pelinka ouais, surtout si c'est en 55, tu vois, ils vont pas, si encore ils avaient le pic numéro 2 et qu'ils gâchaient, entre guillemets, un bien pic sûr, avec ça. bien sûr. S'ils le prennent en 55, bon, ce Ouais. sera pas très grave. Mais même un 17, hein, ça ressemble à un scandale, hein, quand même. Ouais. Parce que il s'appelle pas Bronny James, je pense qu'il est même pas au second tour, hein, donc C'est probable avec ce qui lui dans est l'état actuel arrivé. des choses, hein, avec ce qui Avec lui ce est qui lui arrivé, est bien sûr, arrivé, voilà, malheureusement. c'est ça. Ouais. Peut-être que pour finir, on peut peut-être parler un peu des autres prospects Ouais, français. Parce qu'on a parlé, deuxième tour, hein. ouais, bah, on a parlé donc d'Alexandre Sarr à Perth, voilà, on en a pas mal discuté. Zachary Zaché aussi du côté de Bourg. On n'a pas parlé de Tidjane Salin qui est annoncé assez haut quand même, mine de rien, Ouais, tout à fait. globalement. Tidjane Moi, j'aime Salin avec beaucoup Tidjane Cholet. Salin. Ouais, Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Qu'est-ce que tu entrevois pour lui? Ouais, alors j'ai eu la chance de le voir jouer aussi cette saison. Et alors, ce que tu vois avant tout, c'est un athlète. C'est que Zachary Zaché est grand, il est long, il est athlétique également. Mais Tidiane Salin, il y a une dimension athlétique supérieure. Il est costaud en plus d'être très long. Mm. Il est listé à 2,05 m, mais alors 2,07 pour Rizaché avec les chaussures, 2,05 pour Salin, mais à mon Mm. avis, c'est sans les chaussures. Parce que je crois qu'il est au moins aussi long, il a une envergure énorme. Donc ça, c'est le premier truc que tu vois quand tu l'aperçois sur le terrain. Mais après, voilà, c'est un garçon qui n'a pas froid aux yeux, qui n'hésite pas à dégainer. Je pense qu'il est encore perfectible sur le tir. Il a encore la régularité de Zachary, mais il a la gestuelle et il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. C'est un excellent défenseur aussi, aussi avec ses longs segments, comme on l'a dit. Intelligent, il a été alors lui, c'est le meilleur jeune joueur de la BCL, la Basketball Ouais. Champions League. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de la C3 en foot. Mm. Là, ça doit te parler, ça, Bien Charlie, sûr. non, la C3, hein. Absolument. Donc voilà, il s'est déjà fait un joli CV. Il a brillé autant en championnat que justement en Coupe d'Europe cette saison. C'est un starter indiscutable du côté de Cholet. Je rappelle qu'il a encore que 18 ans. Je crois qu'il est du mois de septembre, donc c'est un très jeune joueur. Donc non, profil hyper intéressant. Mais sur un registre un petit peu différent de celui de Zachary. Donc à voir comment il va se développer. Il a longtemps été annoncé en 6e position par ESPN. C'était les mock drafts de janvier, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, ouais. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il avait glissé en 14e position du côté de Portland. Et je trouve pas ça
trop mal. Voilà, projet de reconstruction. Je pense qu'il y a de la place sur l'aile. Bon, il y a Jeremy Grant, mais à voir si Jeremy Grant va s'installer durablement à Portland. Ouais, Je sais pas. j'ai un doute. Moi aussi, j'ai un doute. Bon, il a un gros contrat hein, quand même. Mais, il a un gros contrat, ouais. Mais il peut intéresser des franchises. Je sais que les Lakers ont souvent été intéressés par Jeremy Grant, par exemple. Il y a peut-être des choses à faire, mais moi, c'est une destination qui me plairait bien pour lui. Je pense que c'est une franchise qui est assez saine. Je ne sais Billups, je sais pas, j'ai quelques interrogations sur son. Ouais, j'en ai beaucoup aussi, mais du coup, T'en as beaucoup. a priori, il va être reconduit. Mais en fait, moi, je suis rancunier. Je n'ai pas digéré que Billups soit préféré à Becky Hammon. Il était finaliste. Bon, voilà, moi qui rêvais que Becky Hammon coach sur NBA, voilà. Mais c'est pas de la faute de Billups. Par contre, j'ai pas vu grand chose en termes d'empreinte de coach, de style de jeu depuis qu'il est là. C'est peut-être pas que de sa faute, hein, mais c'est pour ça que je suis un peu sceptique là-dessus. Mais c'est pas. Ça n'empêche pas de se développer. On demande à voir, effectivement. Là, on espère déjà que tous les jeunes joueurs de l'équipe soient aptes. C'est-à-dire à la fois Scoot Henderson sur une saison pleine, Shaedon Sharpe aussi. Qui a été beaucoup blessé, hein, lui. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Donc peut-être qu'avec toutes les munitions à disposition, Billups fera autre chose. Mais je suis assez d'accord sinon pour Tidjane Salin de ce que j'ai vu de lui à chaque fois, j'ai bien aimé. Pareil, j'aime bien la personnalité du garçon. J'aime bien la famille, hein, sa sœur, je trouve que sa sœur est excellente, c'est une super joueuse. Alors c'est pas elle qui va jouer à la place de son frère, hein, donc on peut pas. mais bon, pour moi c'est une famille solide, donc s'il a les mêmes dispositions que sa sœur de ce côté-là, ça fera un très bon joueur NBA, je pense. Ça devrait le faire. Ouais. Et puis un Schulte à Portland, ça devrait. Ça va, logiquement ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais là où je trouve qu'il est intéressant, c'est dans son mindset. Je le trouve très. Enfin, le garçon, il a pas froid aux yeux, quoi. Voilà, il hésite pas, il est sûr de sa force et on n'a pas l'impression qu'il se pose trop de questions. Et je trouve que ça matche bien avec le monde du basket américain. Absolument. Ce genre d'état d'esprit généralement, donc c'est encourageant. Et tu le verrais où toi sinon? Enfin, je trouve que c'est bien aussi de l'avoir. Enfin, 6e ou 14e, finalement, ça change pas grand-chose. Alors, mis à part le salaire. Hein, pas à part ça. Une équipe qui pourrait à la fois lui donner du temps de jeu sans trop en attendre. C'est un peu ce truc-là qui me plairait. Tu vois, alors, c'est pas tellement qu'il y a besoin sur ce poste-là ou particulièrement, mais quelque chose comme soit Memphis, soit Utah, tu vois, 9-10, j'aime bien, où il pourrait discrètement apporter, parce que c'est deux équipes très bien coachées, donc je me dis que ces coachs-là le feront progresser, même si c'est pour 10-12 minutes par match, tu vois. C'est des équipes, alors Utah particulièrement, mais qui n'est pas ultra pressé d'être performant. Memphis, c'est autre chose, mais donc ouais, quelque chose comme ça, une équipe qui sera pas ultra médiatisée et où il aura pas beaucoup de pression, et en même temps il pourra faire son trou, être très bien coaché, ça me paraît être c'est une prérogative quand même, hein. Donc c'est pour ça que Will Hardy à Utah, Taylor Jenkins à Memphis, je réfléchis plus comme ça, tu vois. Ouais, complètement. Et comme tu dis, c'est des équipes où ça joue bien au basket. On se rappelle que Utah avait fait un super début de saison. Sans qu'on en attende monts et merveilles, ça peut être un bon. Ouais, bon. Il y a Chicago en 11 aussi. Hein. Moi, je me dis que Chicago, ça peut être aussi assez intéressant. Je pense qu'ils vont avoir envie sûrement de repartir un peu d'une feuille blanche. Il faudra voir ce qui se passe cet été. Ça, est-ce que ça va beaucoup trader? Logiquement, c'est censé beaucoup trader, mais qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du coaching staff? Ça non plus, à moins que j'ai raté un épisode, c'est pas encore très très établi. Ouais. Je regarde en même temps que je te parle pour pas dire de bêtises, parce que ça m'arrive d'oublier des choses, mais Billy Donovan est toujours en poste. Ouais, il est toujours en poste, hélas. Mais non, mais on parle beaucoup du départ de DeRozan. On sait que Lavigne, il est systématiquement dans les rumeurs de trade. Je sais pas, je le verrais bien là-bas aussi. J'ai l'impression que c'est un profil qui a pas dans cet effectif, typiquement. Complètement. Donc, bon, écoute, à suivre. En tout cas, je trouve que c'est bien de le voir toujours annoncé premier tour. J'espère qu'il va y rester. Pareil. Qu'on aura la chance de le voir en NBA l'an prochain. Ouais. C'est ça. Et il reste quelques autres joueurs français inscrits dans cette draft. Sur certaines mock drafts, notamment chez The Ringer, on a Pacom Dadier qui est 24e, donc premier tour. Alors que c'est un joueur dont on a pas mal parlé à un moment il y a quelques années, parce que c'est un des meilleurs jeunes joueurs. C'était clairement établi comme un des jeunes joueurs français les plus prometteurs. Il y a eu les petites difficultés du côté du Paris Basket, sans entrer dans le détail. Il a été un peu placardisé pendant quelques mois avant de pouvoir partir en Allemagne. Et là, sa cote est en train de remonter un peu. Donc j'ai vu qu'il était annoncé parfois au premier tour.
Ouais, c'est surprenant qu'il y ait des écarts aussi énormes Mm. dans les mock drafts là, sur son profil. Je l'ai pas beaucoup vu jouer en fait, Ouais. très peu même, donc j'en sais pas beaucoup sur Mm. Pacom Dadier. J'ai suivi un peu son parcours entre le Paris Basketball et Ulm, et tu me rappelais donc tout à l'heure qu'il était parti un peu Oui, avec fracas du c'est club de ça. la capitale il y a 1 an et demi. Ouais. Donc non, j'en sais pas grand-chose de Mm. Pacom Dadier, et j'ai pas vu Ulm jouer cette saison. Donc c'est difficile Ouais, ça va de se là, positionner là-dessus. Ouais. pour son cas, ça va peut-être aussi dépendre peut-être au niveau des entretiens, des workouts, une équipe qui peut flasher sur lui et se dire qu'il y a un gros potentiel pour l'instant inexploité. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc, mais j'avoue que je saurais pas dire. On a plus de certitude sur ce qu'ils sont capables d'apporter à un niveau, un bon niveau européen déjà, sur pas tous ceux qu'on a évoqués avant, hein. Bien sûr. Là, pour Pacom Dadier, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi Melvin Aginsa. Melvin Aginsa qui est souvent Ouais. annoncé au deuxième tour, qui est, je vais dire, qui est moins connu du grand public, mais si les gens ont suivi les campagnes des équipes de France jeunes, c'est un joueur qui s'est beaucoup mis en Il nous avant. a régalé l'an dernier. Hein. Ah ouais, et puis Ouais. les gens qui suivent Saint-Quentin aussi, que ce soit en Pro B ou cette année en Belgique Elite, c'est un joueur qui s'est quand même fait remarquer. Le nom de famille, forcément, parle aux gens, hein. C'est pas du tout le même joueur que son oncle, non? C'est Que, son oncle? que son cousin. Cousin? Cousin, Ouais, pardon. cousin. Ouais, mais ouais, Et d'ailleurs, c'est rigolo parce ouais. qu'il savait pas qu'ils étaient cousins. Ah ouais? Je crois que Alexis Aginsa a découvert que c'était son cousin quand il a entendu parler de Melvin Aginsa. C'est marrant, parce que ouais, du Voilà. coup, le nom de famille n'est pas commun. Non, c'est clair. Ça fait penser à McGrady et Carter, tu sais, qui se sont Ouais. découverts cousins quand, quand ils se sont trouvés en NBA. Ah bah, C'est assez rigolo. si Melvin peut avoir une Ah ouais, carrière à la T-Mac ou à la Vince Carter, ah bah, après avoir découvert cette ascendance, ça sera très bien. c'est clair. Non, mais comme tu dis, il a régalé à la Coupe du Monde l'an dernier Mm. U18. C'était vraiment le fer de lance Ouais. de l'équipe, hein, devant Zachary Zaché, entre autres. C'était lui le scoreur de l'équipe. Et, alors c'est un grand gaucher, hein, il fait 2,3 m, je crois. Shooter, donc il est plutôt dans un profil de 3&D pour Oui. l'instant, enfin beaucoup du côté de Saint-Quentin. Profil intéressant, c'est un garçon qui est physiquement prêt, il est assez Ouais. impressionnant, hein, quand tu le vois. Donc athlétique, il court très bien, rapide, cette capacité à shooter un peu partout. Il n'a pas eu de très haut cette saison. On ne peut Mm. pas dire qu'il ait fait des matchs un peu référence. Je trouve que c'est ce qui a manqué un peu sur sa saison. Il a manqué aussi un peu de régularité. Mais encore une fois, hein, c'est un jeune garçon. Il a à peine 19 ans, donc il faut lui laisser du temps. Mais bon, il faudra voir. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils ont encore l'occasion d'enlever leur nom de la draft, hein, de toute façon, Oui, jusqu'au oui, jour de oui, la draft. normalement, oui, oui. Là, Bon, oui, ça va. Ils vont prendre un peu la température. Je pense ils vont discuter avec des franchises qui les suivent ouais, sans doute depuis quelques temps, voir si cette année c'est possible d'être drafté. c'est ça. Bon là, s'il est pris en 48 comme l'annonce de Ringer, ça va peut-être, ça peut être du draft and stash, enfin où t'attends, Ouais, tu laisses des joueurs se développer en Europe, tout ce à qui fait. peut être le cas de Melvin Aginsa. Ouais, Mais ça peut aussi être, on a vu des joueurs draftés très bas et intégrer tout de suite des effectifs, faire passer un peu de temps en G-League, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Mais tu as raison, c'est un garçon qui est complètement. physiquement prêt. Moi, je l'avais vu, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu lorsque Bronny James était venu avec son Ah oui, équipe. oui, à Nanterre, Voilà. Et donc de près, pareil, ouais, l'impression visuelle de près, il est quand même impressionnant. C'est un il est athlète. impressionnant. Ouais. Tu te dis qu'il va pas trop galérer en NBA de ce point de vue-là. Sur l'impact physique, c'est pas ce qui va poser problème, quoi. Complètement, Et ouais. là-dessus, ça peut, sur le profil 3&D, qui est toujours très apprécié par les coachs NBA, C'est ça. si tu te dis que tu as un mec qui, après 2 3 ans de formation, peut être un type qui shoot et qui défend fort, bah Ouais. écoute, il n'y a pas de raison que tu le prennes pas dans une rotation NBA. Donc c'est pour ça que avec son profil, je pense qu'il a vraiment une chance d'intégrer la ligue à court ou moyen terme. Après, dans quel rôle, on verra. Mais... Ouais. Et puis c'est un garçon qui a de l'expérience, parce que l'an dernier, il est quand même de la montée avec Saint-Quentin en Pro A, enfin en Betclic Elite. Donc il a un an de plus, hein, Ouais. que Zachary ou Tidiane. Il est de 2004, hein, donc Mm. il aura 20 ans là, en juin prochain. Mais il a quand même déjà 2 années d'expérience pleine en tant que professionnel. C'est pas rien quand même, hein, Ouais. avant de débuter en NBA. Donc bon, j'aurais tendance à penser que ce serait bien qu'il reste encore un peu plus longtemps en Ouais. Europe. Et pourquoi pas à Saint-Quentin, où le projet de jeu est hyper intéressant, hein. On Mm. rappelle qu'ils sont en playoff là, ils vont Ouais. affronter Monaco, si je ne me trompe pas. Donc ils font une belle saison collective à suivre. Pas comme Dadier, plus difficile de. Ce qui est bien avec ces garçons-là, c'est qu'on a quand même le sentiment que ce sont des joueurs qui sont loin d'avoir atteint leur plafond. Autant des fois, tu sais, as eu des joueurs où on en a attendu beaucoup, Mm. mais le plafond était quand même plus très loin. Ouais. Là, on a le sentiment que c'est encore des joueurs qui peuvent vraiment se développer, qui ont encore une grosse marge de progression. Donc, bon,
à voir. Mais comme tu dis, il y aura aussi les entretiens pré-draft, il y aura plein de choses qui vont se faire, les workouts, et ils auront l'occasion d'en savoir plus sur leurs chances réelles de draft. C'est ça. Et puis après, ils verront. Ouais. Mais le simple fait que là, les meilleurs prospects français soient comme ça considérés au premier ou deuxième tour, je trouve ça. Enfin, c'est une belle preuve que ça travaille bien. Après, on verra ce que ça donne. Je dis pas que parmi ceux-là, tous seront des stars NBA, mais le simple fait que, même dans une draft annoncée faible, encore une fois, je dis bien annoncée parce qu'on ne sait rien, que tu aies 3 joueurs comme ça qui, à un moment donné de la saison, aient été top 10, top 8 de la draft, des mock drafts. Rien que ça, je trouve que c'est quand même prometteur, et ça nous pousse aussi, nous Français, à nous intéresser de plus près à tout ça. C'est clair, mais on vit une période dorée entre l'an dernier et cette année. C'est quand même exceptionnel. T'imagines si on a 2 Français coup sur coup numéro 1 à la draft, c'est surréaliste. On l'a même pas dit, mais on nous aurait dit ça il y a quelques années, on n'aurait pas cru. Déjà, déjà Wembanyama. Tu te souviens de Tariq ou pas en 97? Bien sûr, tu t'en souviens? C'était fou déjà, un Français en NBA, c'était incroyable. Et bon, il avait été à la fac aux États-Unis, donc il y avait un petit côté là, un type, des types. Alors bon, Alexandre Sarr, il a un peu voyagé quand même entre l'Espagne et l'Australie, tout ça, mais c'est quand même des produits de la formation française à la base, et se dire que 2 mecs de suite vont peut-être être numéro 1, c'est totalement fou, mais bon. C'est surréaliste. Mais c'est bien, profitons-en, et puis que ça profite surtout au basket français. Donc, absolument. Alors, je sais pas si on aura des débats sur la sélection pour les JO, mais je reviens sur Zachary Rizaché. Tu le prends avec les Bleus ou tu le prends pas avec les Bleus? J'ai pas réfléchi dans le détail à qui je prendrais ou pas, mais l'annonce du groupe élargi, là on enregistre lundi, c'est jeudi. Dans un groupe élargi, ça me paraît très logique qu'il y soit. Après, sur la liste finale, je sais pas s'il prendra le risque, entre guillemets. Le risque, entre guillemets, bien sûr. ou s'il traitera cette compétition. Elle est difficile à traiter comme un truc expérimental, tu vois. J'ai l'impression qu'il va y aller avec une escouade, et c'est très compliqué. Il y a déjà il y a d'autres postes où ce sera compliqué, où il va devoir prendre des décisions. Est-ce qu'il prend certains jeunes ou pas? Mais si tu me dis qu'il est dans la liste, je suis pas choqué, je suis même plutôt content. Je me dis que ça lui fera une bonne expérience, et que c'est la preuve que si Vincent Collet estime qu'il est prêt à contribuer, c'est qu'il l'est, quoi, tout simplement. Toi, j'ai l'impression que tu le prendrais. Non, pas forcément, mais je pense que c'est un nom à considérer, en fait. J'entends beaucoup de choses il y a des mecs qui jouent pas, des mecs qui sont NBA mais qui jouent pas. Lui, pour le coup, il a joué à 2 niveaux. MVP jeune de l'Eurocup, il fait une très belle saison en pro, et elle n'est pas terminée parce qu'ils vont démarrer les playoffs. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à mettre à son crédit. Il a un profil qui est hyper intéressant. Après, voilà, on verra, t'as raison, c'est jeudi après-midi, là, les 2 listes qui vont sortir, et ça va être intéressant de suivre ça. Est-ce qu'on va être dans un mode un peu Rio, où on offre un petit peu la dernière campagne à certains? Est-ce qu'on va faire des cadeaux ou pas? Ça va être hyper... On va voir, ça va être hyper intéressant à suivre en tout cas. On reviendra dessus évidemment dans le détail quand ça sortira. Quand il faudra aussi faire le cut à la fin pour la dernière liste, on reviendra évidemment dessus. Là, pour l'instant, on s'est focalisé aujourd'hui sur la loterie, la draft et sur les joueurs français. Maxime, merci beaucoup. C'était intéressant de parler de tout ça. Merci à toi, Shai. Et puis, demain matin, vous retrouvez le CQFR comme d'habitude. Demain soir, il y aura une late session. Et tout au long de la semaine, continuez de suivre les playoffs avec nous. On discutera de ça tous les matins. D'ici là, passez une très bonne journée et à bientôt. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.